merci beaucoup et bienvenue on lance une nouvelle série du séminaire. Donc c'est le séminaire Culture et Histoire de mode qui a lieu à l'IHTP au sein du CNRS. Et nous ouvrons cette année pour au moins 2 ans, on l'espère, une nouvelle série sur mode et migration, donc un sujet un peu large. Et pour entamer cette série, on a décidé d'avoir une séance inaugurale sur mode et migration, ouvrir les paysages sociaux et matériels, Fashion and Migration, Opening Social and Material Landscape. L'idée étant d'un peu dresser le décor, le paysage de ce qu'on va aborder pendant les prochaines séances. Et pour ce faire, on a le grand plaisir d'accueillir trois intervenants, Émilie Gandon, Inès, le son est inaudible, Inès Mesmar et Z Gao pour ouvrir la discussion sur mode et migration. Merci à tous d'être là. Nous allons avancer un petit peu en espérant améliorer le son pour les personnes qui nous suivent en ligne. Et donc, je suis Magali-Anne Bertrand, je suis professeure ici in Fashion Studies à AUP avec ma collègue Sophie et Kultur et Renate Strauss. Donc, pour ce séminaire, voilà, nous voici, nous trois. Renate va revenir en améliorant le son pour les personnes qui suivent en ligne. Et nous avons utilisé en fait cette image en arrière-plan pour notre projet de présentation. Donc c'est un mot sur cette œuvre qui est intitulée Woven Chronicle. Elle a été réalisée par l'artiste indienne Reena Kalat en 2015 et elle est actuellement exposée au Muséum national d'histoire naturelle pour leur exposition Migrations. Cette carte textile géante est faite d'un maillage de fils électriques colorés qui retranscrit les différents flux de voyageurs, de migrants et de travailleurs à travers le monde. Et c'est une carte qui est animée de sons. Et à nos intervenants, Z, l'a visité l'exposition. On pourra peut-être nous en dire quelques mots ou pas. Dans tous les cas, voilà l'exposition dont je vous parle. Et je vais le faire en anglais. So one word about the exhibition, the artwork that we're using as illustration for this opening of the seminar series. So it's entitled Woven Chronicle, and it was made by Reena Kalat in 2015. It was produced and is now on display at the National Museum of Natural History for the exhibition called Migrations. So it's a giant textile map that is made of a sprawling net made of colorful electrical wires that transcribes the flow of travelers, migrants, and workers around the world. And there's even like some sound incorporated in it. Et maintenant, je vais laisser la parole à Renate qui va établir un peu le contexte de notre séminaire. Thank you. So we'll give different context. I'll talk a little bit about migration and the link to fashion, and then our approach with this seminar. So maps will appear throughout what we're talking about. Maps have a huge potential in linking data with people, with places, with stories. Just as garments have a huge potential to do just that, to learn about people, places, politics and stories. And we'll be basing this seminar series in material culture, in objects. Generally, just briefly to give the bigger frame, already the fashion industry is founded on migrations. So our clothes have been made through migratory movements of people, objects, knowledge, skills, whether that's young women moving domestically, migrating from rural to urban China, for example, to work in garment factories, or immigration of textile workers into couture in France, or the flow of cotton and skills to make it up throughout the world. And the aim of this seminar series is really to explore historical and contemporary migrations in and through fashion. Migration today is a very complex subject. On a human level, it is pervasive. 1 in 30 persons is a migrant today. And at this year's Biennale in Venice, some of you might have been there or come across this, which is called Foreigners Everywhere, and was really looking at different forms of migrations,
and this sense that somehow we are all migrants. In what sense are we migrants? So the movement of people, whether forced or voluntary, is a fact that has shaped our world since the onset of humanity. Current climate, economic, humanitarian, political, and conflict crises fuel migrations. People are leaving homes to save their lives and livelihoods. Yet migration is increasingly framed and perceived as a threat, a danger mainly to destination countries, currently global Western countries in particular, which forget their colonial past and profits and their own histories of migration. So it's a very fraught discourse, which is often instrumentalized. And I brought two maps to illustrate this a little bit. One is Frontex, which is the European body sort of controlling the outside border of Europe. And this is a map of current data of migration or immigration to Europe, which is undated. It's on their current website. It's undated, but works apparently with current data migratory routes into Europe. And then actually, if we look at migration patterns within Africa, this is a 2007 map, but this is from 2007, but it continues to be the case that migratory patterns are much, much larger within the continent rather than to the global north. So there's also something of a kind of migration map trap, as it's called in the literature. Stretching of data and really an instrumentalization for political purposes. A major source of confusion about migration today is a lack of clear terminology. So what is actually migration? When we use it in the seminar here, we refer to the geographical mobility that only counts as migration if it involves a change in habitual residence across administrative borders. We need to think about internal domestic migration and international migration. Both play a very important role in the case of fashion. We need to think about immigration and emigration. So these terms, I think, will be further elucidated also by Zed later on. And one book that I brought has just been published by the Dutch sociologist Hein de Haas, who's been working on migration and shows this factful approach to migration for about 20 years. And he published this wanting to debunk some of the myths around migration. So one of the myths, for example, is this, that we live in a time of unprecedented levels of migration, especially in the global north, which is simply not the case. So if we look at the fact that only about 3 to 4% of the global population are actually migrants in that true sense. So you have this pie chart that he devised, and then looking at also a percentage of that are refugees and migrants. And he does that with all different kinds of myths. So yeah, I highly recommend his work. He also talks about his book publication in several presentations. So this myth of migration is also something that we want to address through the seminar series. So the aim of this series is to demystify migration in and through fashion, to unpack historical and contemporary migrations in and through fashion. Super. Donc, je vais juste reprendre très rapidement certains points que Renate a donné et revenir peut-être sur ce que vous voyez en slide, cette idée en fait des relations entre mode et migration. C'est un sujet très très large. On va essayer d'aborder via différents points de vue, différents aspects. Et en partant de ces trois grandes idées, déjà que le système de la mode repose sur des flux de personnes, de matériaux et de compétences, depuis toujours. La mode repose essentiellement sur des échanges, des transferts culturels,
des phénomènes d'hybridation. On parle beaucoup de globalisation, de mondialisation, mais c'est beaucoup plus ancien et il y aurait beaucoup à dire et c'est ce qu'on va essayer de montrer que la mode repose sur ce mélange des cultures. La mode aussi, dans un autre champ, a contribué à la crise environnementale, ce qui a engendré aussi des millions de migrants climatiques, donc une autre sorte de migration. Donc c'est aussi un sujet qu'on va essayer d'aborder. Et enfin, c'est peut-être pas le dernier aspect, mais en tout cas un des aspects qui nous semble intéressant, l'expérience textile, l'expérience du vêtement lorsqu'on est un migrant, lorsqu'on est un immigré, confronté à l'abandon, au traumatisme, à la perte des biens personnels, à la rencontre avec un pays d'accueil qu'on ne connaît pas, un système vestimentaire qu'on ne connaît pas. Donc quel est ce lien avec le vêtement pendant le transit, dans les camps de réfugiés, dans le pays d'accueil. Voilà, donc ce sont parmi les points, 3 points qu'on va étudier aujourd'hui de manière brève et plus en détail lors des prochaines séances. Donc en fait l'idée c'était de vous donner quelques références en termes d'ouvrages, d'expositions. On va mettre toutes les références sur le blog du séminaire, l'idée étant qu'au fil des séances on compile les références, les livres, les articles que vous pourriez consulter. Donc on a mis notamment sur les slides que vous ne pouvez pas voir le livre de Nancy Green sur la mode et l'immigration. Elle a fait une étude comparative sur la France et les États-Unis. Et c'est un des premiers livres, en tout cas de la part d'une historienne, à traiter de cette question de la mode et de l'immigration et de la contribution des immigrés fin 19e, début 20e dans la mode française, le prêt-à-porter surtout. On a aussi mis un livre qui est récemment paru et auquel Magali a participé sur la question des immigrés et des savoir-faire, des techniques des immigrés et avec cette idée d'appréhender l'immigration via comment on dit, la gentilité des gens, via ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent créer. Je pense que Magali nous en parlera un peu plus. Si d'autres références vous intéressent, on a aussi mis le catalogue de l'exposition dont Émilie va nous parler sur Fashion Mix, une exposition de 2014 sur la première, peut-être la seule exposition qui a parlé de la mode et de l'immigration, une exposition qui a fait date et dont on va vous parler aujourd'hui. D'autres ouvrages qui nous semblaient intéressants, notamment sur les immigrés de confession juive à Londres avec ce livre Fashion City, édité par Bethan Bach, que vous connaissez peut-être, et Lucy Whitmore, Migration d'élite sous la direction de Nancy Green et de Marianne Amar, African Fashion Diaspora, avec aussi la petite indication qu'il y aura l'exposition Fashion in Africa qui vient du V&A à Paris au Quai Branly en 2026. Le livre Trace aussi qui peut peut-être vous intéresser. Je vais rapidement parce je pense qu'on a perdu un peu de temps, mais on peut vous communiquer toutes ces informations. Aussi vous montrer que ce qu'on va présenter en termes de séminaire s'appuie sur des choses qui existent déjà, notamment des événements comme le workshop Global Dress and Migration History qui a eu le week-end dernier, ou un autre workshop qui paraît plutôt intéressant, The Thread of Migration, it's online, c'est gratuit, si ça vous intéresse d'y participer. Aussi de Francesco Mazzarella, Shifting Narratives Through Fashion and Textile, à l'University of the Arts à London. So, voilà, il y a énormément de projets. On va essayer, nous, de s'appuyer dessus pour appréhender ce grand sujet de mode immigration. Aussi, et on va en parler avec Inès, on va parler des projets, des initiatives sociales, culturelles, créatives, donc avec la Fabrique Nomade, aussi l'association Renaissance. On a 2 projets qui, à mon avis, rentrent en résonance parfaitement avec ce qu'on va vous présenter ce soir. Enfin, et je vais m'arrêter là, deux projets qui sont plutôt créatifs, artisanaux, qui sont sur le craft. Lucie Horta, Trace Stories of Migration Project in East London, et Decolonizing Fashion and Textile, c'est aussi un projet de l'Université of the Arts à Londres. Donc voilà, pour montrer, et c'est un peu à l'image du séminaire, on va pas seulement faire parler des historiens sur leurs ouvrages, mais aussi on va parler d'expositions, on va essayer de parler de films, d'émissions, de documentaires, on va faire parler des gens qui travaillent avec l'objet, avec l'image, des gens qui travaillent avec des migrants, avec des réfugiés. Et l'idée, c'est vraiment de croiser les regards et d'appréhender ce sujet qui est quand même assez vaste et assez sensible de la mode et des migrations.
Et peut-être, comme ça je gagne un peu de temps, sauf si Maëlle, si tu veux l'annoncer, l'idée aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le programme, c'est d'avoir 3 approches, plutôt une historique, sociologique, psychologique avec Z, une historique et matérielle avec Émilie qui travaille au musée de l'histoire de l'immigration, et une approche plus créative et sociale avec Inès Mesmar, peut-être qu'on dit Mesmar d'ailleurs, Mesmar, qui est directrice de la Fabrique Nomade. Donc voilà, 3 approches, elles auraient pu être différentes, mais on pense qu'elles sont très complémentaires et qu'elles vont, on l'espère, se répondre, sachant qu'à terme, on analysera aussi, on appréhendera ces questions à travers la question des espaces, du temps, des objets, des personnes, des techniques, des process. On va essayer à chaque fois d'appréhender ce sujet via des objets différents, des concepts, des procédés, des process différents. Donc voilà, je vais arrêter de broder parce que ça n'a plus aucun sens. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter Émilie, qui est diplômée de l'Institut national du patrimoine et de l'Université de Paris-Nanterre et qui est responsable de la collection Histoire du Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2017. Son parcours professionnel l'a menée à évoluer dans différentes institutions culturelles, comme la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, le Centre de recherche et de restauration des musées de France ou encore le musée de l'immigration d'Ellis Island à New York. Elle a assuré le commissariat de plusieurs expositions, dont le nouveau parcours permanent du Musée national de l'histoire de l'immigration, Chaque vie est une histoire, 200 regards sur l'immigration, ainsi que Migration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860. Et aujourd'hui, Émilie, vous allez nous parler de mode et migration au Musée national de l'histoire de l'immigration. Merci beaucoup. J'appuie sur la flèche, bon, je veux pas tout. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisatrices de ce séminaire d'avoir pensé au Musée national de l'histoire de l'immigration pour y prendre part et de m'avoir invitée à y intervenir. Donc cette invitation, elle m'a permis de me replonger quelques années en arrière dans la préparation de l'exposition Fashion Mix, à laquelle j'avais participé, ça remonte un petit peu, en tant que conservatrice stagiaire déjà au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et puis, cette invitation, elle m'a aussi permis de réfléchir à la présence d'œuvres, d'objets, de documents qui témoignent de l'histoire de la mode et du vêtement dans les collections du musée. Donc, mon intervention, elle se déroulera un petit peu en suivant ces 2 parties. Donc, je vous propose dans un premier temps de revenir sur l'exposition Fashion Mix qui avait été présentée fin 2014 et en 2015. Et puis, je vous propose ensuite une très rapide exploration des collections du musée au prisme de l'histoire de la mode et du vêtement. Donc, l'une des missions du musée national de l'histoire de l'immigration, donc qui lui a été assignée au moment de sa création en 2005, c'est de faire connaître et reconnaître l'histoire et les cultures de l'immigration en France et de contribuer à faire évoluer les regards sur l'immigration. Donc, au musée, on présente un parcours permanent qui a rouvert récemment en juin 2023 et qui présente une histoire de l'immigration en France dans le temps long, depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Et puis au musée, on présente des expositions temporaires, en moyenne au rythme de 2 par an, qui explorent différentes facettes de l'histoire de l'immigration, de l'histoire des migrations, que ce soit par des expositions qui sont consacrées à des migrations d'une origine en particulier. On a organisé une exposition sur la migration polonaise avec Polonia, une exposition Ciao Italia, donc sur l'Italie évidemment, une exposition sur les migrations en provenance d'Asie de l'Est et du Sud-Est asiatique, et puis des expositions thématiques comme celle qu'on a pu consacrer à la bande dessinée, aux frontières, ou, et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à la mode. Donc c'est dans ce contexte qu'on a présenté au public l'exposition Fashion Mix qui était organisée en partenariat avec le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Donc pour cette exposition, on s'est vraiment attaché à articuler, en tout cas à essayer d'articuler histoire de l'immigration et histoire de la mode en proposant un parcours articulé vraiment autour de grandes figures de créateurs étrangers qui, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui 2015, on va dire aujourd'hui,
ont marqué l'histoire de la mode française. Donc l'exposition, l'idée c'était vraiment de revenir sur l'apport fondamental des créateurs étrangers à la haute couture et au prêt-à-porter français, en mettant en avant l'importante contribution des créateurs au prestige de la mode française. Et l'exposition, elle montrait finalement à quel point la mode française est vraiment tissée de mixité. Donc avec cette perspective et cette mission dont je vous parlais, qui nous a été signée de changer les regards sur l'immigration, l'idée c'était vraiment de revenir sur l'image de la mode et de la haute couture française, sur les notions de savoir-faire français, de made in France, des choses qu'on entend régulièrement, qui sont reconnues, célébrées, même internationalement, et de montrer que cette mode française, finalement, elle doit beaucoup aux créateurs étrangers. Donc l'ambition de l'exposition, c'était vraiment de montrer une autre histoire, de déjouer les idées reçues en proposant finalement une histoire plus inattendue de l'immigration, donc celle de ces créateurs qui ont contribué à faire de cette mode française, considérée comme l'un des fleurons de notre pays, et de revenir, donc dans l'exposition, l'idée c'était vraiment de revenir sur les itinéraires de ces hommes, de ces femmes qui, soit poussés par des raisons politiques, soit attirés, poussés par des choix artistiques ou attirés par l'aura de Paris, capitale de la création, ou soit présentés comme, c'est pas littéral ce que je dis, mais aussi toujours qui peuvent aussi être attirés par cette image qu'on peut avoir de la France comme pays des libertés. Donc tous ces créateurs qui sont venus en France pour travailler et créer. Donc avec cette exposition qui mettait en avant des parcours migratoires qui le relevaient davantage d'immigration d'élite, l'idée c'était vraiment de surprendre le visiteur et de poser un autre regard sur le phénomène migratoire au musée. Et puis l'idée, c'était aussi de montrer que la mode, donc bien évidemment, elle est source de savoir-faire spécifique. Et donc l'exposition, elle évoquait, en fonction des périodes et des contextes historiques, certains métiers qui ont été particulièrement marqués par l'immigration, comme, et je vais y revenir tout à l'heure, mais les ateliers de broderie russe dans les années 1920, ou encore on traitait d'autres exemples comme les mailleuses ou les chausseurs arméniens, avec cette ambition de montrer que derrière quelques grandes figures de créateurs ou de créatrices étrangers, il y avait vraiment des savoir-faire portés par des travailleurs migrants qui se sont déployés. Donc le parcours de l'exposition, il se déployait, comme je vous disais, du milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc vous avez, je vais vous présenter quelques vues de l'exposition, d'une qualité pas toujours extraordinaire. J'ai dû faire de l'archéologie dans notre serveur pour retrouver des photographies qui donnaient un aperçu de l'exposition pour celles qui ne l'auraient pas vue. Donc il y avait vraiment des pièces emblématiques de grands couturiers, donc les grands couturiers qu'on évoquait, qui dessinaient vraiment la structure de l'exposition et qui constituaient les supports de la narration de parcours migratoires. Donc on présentait une centaine de pièces emblématiques conservées essentiellement au Palais Galliera, des robes, des manteaux, des chapeaux, des accessoires. Et en regard de ces pièces, donc à travers les cartels ou dans les vitrines en partie basse, on présentait les parcours migratoires individuels et les histoires de vie, donc qui étaient retracés à l'aide de documents d'archives privés et publics. Donc on présentait par exemple des actes de création de maisons de couture, des dossiers de naturalisation, des dossiers de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, et puis aussi des extraits et des entretiens audiovisuels. Donc l'exposition, elle était divisée en deux grands temps qui reflétaient cette histoire de la mode qui est faite d'abord par quelques couturiers étrangers qui créent leur maison à Paris, jusqu'à l'apparition aujourd'hui de créateurs de toutes origines venus défiler dans la capitale française. Donc la première partie qui débutait au milieu du 19e siècle et s'étendait jusqu'aux années 1960. Donc la date, l'arrivée en France des couturiers étrangers et la date d'ouverture de leur maison, ça crée vraiment le cheminement historique. Donc tout le découpage de l'exposition, de cette partie en tout cas, se réalisait autour de personnages clés qu'on avait érigés pour l'exposition quelque part en phare de la création française.
Donc au sein de cette présentation chronologique, on faisait aussi des associations formelles et esthétiques en présentant en miroir des robes et des créations de couturiers d'époque postérieure, ce qui permettait d'identifier aussi des familles stylistiques et de montrer finalement la manière dont les créateurs contemporains, par un jeu de citations, par un jeu d'emprunts, s'inspirent et rendent hommage à leurs aînés qui sont venus d'ailleurs. Donc ce fil chronologique, toujours, il nous permettait aussi de mettre en avant des parcours migratoires qui s'inscrivaient dans des contextes politiques et culturels particuliers, comme par exemple les Russes blancs exilés après la Révolution, les Espagnols fuyant la guerre civile à la fin des années 30, ou les Arméniens réfugiés en France. Donc dans la première partie, on présentait 5 ensembles qui étaient chacun structurés autour d'un créateur phare. Donc l'exposition, elle s'ouvrait sur la figure tutélaire de Charles Frédéric Worth. Donc on présentait, voilà, on avait ce premier ensemble consacré à Worth et à l'école britannique. Et la présentation des créations de ce couturier permettait vraiment d'introduire la notion d'école anglaise depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc à côté de ces créations du 19e siècle, on retrouvait des collections, des créations bien plus contemporaines de John Galliano, Redfern, Lucille, mais aussi Vivienne Westwood ou Alexander McQueen. Donc ça, c'était vraiment pour le premier ensemble. On avait ensuite, et la photo ne correspond pas parce que j'ai pas retrouvé de photo de ce deuxième ensemble, un deuxième ensemble qui était centré davantage sur le tissu et ses expérimentations. Donc cet ensemble-là, il était articulé autour de la figure de l'Espagnol Mariano Fortuny et de la postérité de son travail sur la création, à l'image de la postérité qu'on retrouvait par exemple chez Issey Miyake. Et dans cette partie sur le textile et ses expérimentations, il y avait aussi une place importante qui était accordée aux influences de l'école de l'Est, avec notamment les brodeuses russes et les créateurs et créatrices qui arrivaient d'Europe de l'Est, comme Lola Prusak, Natalia Goncharova ou encore Sonia Delaunay. On avait ensuite une troisième partie, donc cette fois-ci c'est en partie ce que vous voyez à l'écran, qui présentait l'école italienne organisée autour de la créatrice phare des années 30, Elsa Schiaparelli. Et dans cette partie, on dévoilait aussi des pièces de jeunes créateurs contemporains comme Poppy Moreni ou Riccardo Tisci. Et puis, le quatrième ensemble, lui, était centré autour de l'école espagnole et complètement articulé autour de la figure de Cristobal Balenciaga. Donc là, il y avait des pièces, on y présentait aussi des pièces d'Antonio del Castillo, de Paco Rabanne, qui soulignaient vraiment l'importance de cette école espagnole des années 30 aux années 50. Et puis, on présentait aussi des pièces très contemporaines, mises en regard de celles de Balenciaga, qui révélaient un petit peu la permanence de son empreinte sur la mode. Et puis, un cinquième temps, dans lequel on présentait des figures de créateurs plus singuliers, comme Jean Dessay, Robert Piguet, Sarkis d'Herbalian ou Catherine de Caroli, des créateurs étrangers donc qui étaient présents dans toute cette grande première moitié du XXe siècle sur la scène parisienne, mais qui ne se sont pas constitués en école spécifique. Et puis, dans l'exposition, on avait un deuxième grand temps qui se développait de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans cette partie-là, on insistait moins sur les parcours de vie, des destins singuliers et des écoles géographiques. On insistait davantage sur des courants avec un traitement plus contemporain où on retrouvait un peu une profusion de pièces du Palais Galliera, mais aussi des journaux, des interviews, des archives audiovisuelles. Donc, dans cette partie plus contemporaine, on présentait un focus spécifique consacré à l'école japonaise. Donc, c'est en partie ce que vous voyez à l'écran. L'école japonaise, dont l'arrivée au tournant des années 1970-80 opère vraiment une coupure et amorce un nouveau style stylistique avec l'arrivée de créateurs comme Kenzo, Issey Miyake, Rei Kawakubo comme des garçons ou Yohji Yamamoto. Et puis à partir des années 80, on évoquait aussi l'arrivée des Belges qui font à leur tour de Paris la capitale de la mode avec les arrivées de Martin Margiela, Raf Simons et d'autres. Et puis enfin, on avait un dernier focus. On évoquait
partie plus contemporaine, un foisonnement créatif dans lequel on évoquait l'émergence d'une école plus conceptuelle qui là regroupait vraiment des talents, des créateurs de toutes origines, que ce soit autrichien avec Helmut Lang, je vais peut-être pas tous vous les citer, en tout cas tous ceux que j'ai notés, mais allemand, les néerlandais Victor Enroll, et Iris van Herpen, l'israélo-américain Albert Elbaz, des Américains avec Marc Jacobs et Patrick Kelly, des Libanais avec Rabbi Kérouz, ou encore un Indien avec Manish Arora. Donc dans toute cette deuxième partie de l'exposition, finalement, on reflétait davantage l'accélération des échanges qui sont caractéristiques de nos sociétés contemporaines, avec le développement des défilés et des capitales de la mode, jusqu'à l'apparition sur la place de Paris de créateurs de toutes origines, plutôt qu'une école géographique spécifique. Et puis, ces créateurs de toutes origines, certains d'entre eux deviendront ou sont devenus les clés de voûte de prestigieuses maisons de haute couture françaises comme Karl Lagerfeld, je parle trop vite, pour Chanel, Raf Simons pour Dior ou Azzedine Alaïa avec sa propre griffe. Donc voilà pour le foisonnement contemporain, quelques images. Pour une présentation à très grands traits du propos de l'exposition. Et puis je vous propose de revenir sur un exemple de focus qu'on développait dans l'exposition qui illustre la manière dont on a voulu aussi dans l'exposition articuler mode et histoire de l'immigration en dehors des grandes figures, des figures de grands créateurs, en insérant des itinéraires et des parcours de vie qui montrent la manière dont, en fonction des contextes historiques, des métiers, des savoir-faire se sont structurés. Donc, dans la première partie de l'exposition, on développait tout un propos autour du goût pour un style inspiré de la Russie et plus largement de l'Europe de l'Est, qui s'ancre à Paris à partir de 1909 avec l'arrivée des ballets russes de Serge de Diaghilev et qui se développe et qui trouve un certain apogée dans la France des années 1920. Donc, dès le début des années 1920, les couturiers parisiens s'enthousiasment vraiment pour ce nouveau style en vogue, en présentant des collections qui s'inspirent d'un folklore paysan d'Europe de l'Est. Et plusieurs maisons de couture recrutent des créatrices qui arrivent de Russie ou d'Europe de l'Est. C'est le cas de Marie Cutoli, la fondatrice de la maison de couture Mirbor, qui, en 1922, propose à la Russe Natalia Goncharova d'y travailler comme styliste. C'est aussi le cas en 1925 de la maison Hermès qui fait appel à une styliste polonaise, Lola Prusak, pour créer pour sa maison des pullovers en tricot, des maillots de bain, mais aussi des écharpes. Et ce qui est intéressant, c'est que cet engouement pour ce style qu'on peut qualifier de slave, mais je mets bien entendu des guillemets, cet engouement pour ce style, il coïncide avec l'arrivée massive de réfugiés russes à Paris qui fuient la guerre civile et les révolutions de 17. Et donc, face à l'engouement des Français pour ce style russe, slave, peu importe, un nombre important de réfugiés, de femmes notamment, se lancent dans la confection d'accessoires de décoration et de mode, donc des chapeaux, des broderies, des sacs brodés. Donc ces objets, ils sont au départ vendus lors de ventes de charité. Donc je vous ai mis un article de Vogue de 1922 qui fait la publicité pour une fête au profit des Russes malheureux. Donc ces objets, ils sont vraiment vendus au départ lors de ventes de charité, mais progressivement, ça Sophie, vous connaissez bien mieux cette histoire que moi, mais progressivement la filière elle s'organise et de nombreux réfugiés ouvrent leur commerce de mode russe et des ateliers de confection de broderie. Donc ces ateliers, ils sont ouverts par des aristocrates russes en exil et ils emploient majoritairement des immigrés russes de toutes conditions sociales confondues pour du travail de broderie qui est réalisé en atelier ou à domicile et qui est payé à la commission. Et ces ateliers, ils revendaient ensuite leur production aux maisons de couture parisiennes, comme par exemple la maison Kitmir, qui est ouverte par la grande duchesse Maria Pavlovna entre 1922 et 1928 et qui, en tout cas dans les premiers temps de son existence, confectionne des broderies presque exclusivement pour la maison Chanel. C'est aussi le cas de la maison Irfé,
qui est fondée en 1924 par le prince et la princesse Yusupov, donc qui tous les deux bénéficient du statut de réfugiés. Et ils installent la maison Irfé rue du Faux. Et il crée également, donc on voit une lettre du prince Yusupov qui déclare son intention d'ouvrir une école en 1926. Il crée une école d'art appliqué qui est destinée à enseigner principalement à des étudiants russes, mais pas uniquement, la broderie, le tissage, l'impression sur toile, pour que ces étudiants, enfin en tout cas ces apprentis, puissent travailler notamment dans les maisons de couture et de broderie fondées par ces Russes en exil. Donc voilà, brossé à très grands traits le propos et les ambitions de l'exposition Fashion Mix, qui nous permettait d'articuler histoire de la mode et histoire de l'immigration, en revenant, comme je vous disais, sur les grandes figures de créateurs et de créatrices étrangers qui ont contribué à écrire l'histoire de la mode française, mais qui nous permettait aussi de replacer l'histoire de ces hommes et de ces femmes, connus ou anonymes, dans des contextes historiques et politiques et culturels particuliers. Donc l'exposition Fashion Mix a été une des expositions du musée qui a connu l'une des meilleures fréquentations. Comme je vous disais au début, elle a fait l'objet d'un partenariat avec le Palais Galliera, donc ce qui nous a vraiment permis à ce moment-là de nous appuyer très largement sur leur collection, qu'on a complétée par des emprunts extérieurs. Et ça fera la transition avec la deuxième partie de mon intervention, mais qui sera rapide. Il y avait peu d'éléments appartenant à la collection du musée qui étaient présentés dans cette exposition. Donc pour la séance d'aujourd'hui, je me suis prêtée à l'exercice d'une relecture des collections du musée au prisme de l'histoire de la mode et du vêtement, ce qui m'a permis d'identifier quelques exemples d'œuvres et d'objets que je vais vous présenter. Donc juste en préambule, pour ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la collection du musée, elle est divisée en 3 fonds. On a un fonds d'art contemporain, qui rassemble des œuvres d'artistes qui interrogent les notions de frontières, de territoire, d'exil, de perte, de migration ou encore d'identité et de métissage. Donc ça, c'est le fonds d'art contemporain. On a un fonds qui s'appelle Témoignages et société, qui conserve des ensembles qui sont à la fois matériels et immatériels, qui associent à des objets qu'on peut qualifier d'objets témoins, qui sont le plus souvent des objets personnels issus de la vie quotidienne, des témoignages qui les éclairent, et puis un fonds histoire qui regroupe des œuvres et des documents qui là témoignent de l'histoire des migrations et du quotidien des populations immigrées en France. Donc finalement, c'est pour le fonds témoignages et société que l'exercice s'est avéré le plus facile, si j'ose dire. On a recensé un peu plus d'une dizaine d'objets relevant du domaine du vêtement et de la mode, dont vous voyez ici quelques exemples. Donc il s'agit d'objets personnels qui ont été donnés par des particuliers au musée pour témoigner de leur parcours migratoire personnel ou de l'histoire de leur famille. Donc vous voyez donc, de gauche à droite la robe de Biche Ly Cuong, qui est une rapatriée du Vietnam qui arrive en France après la décolonisation et qui a emporté avec elle quelques affaires, dont une de ses robes qui a été donnée au musée par son fils. Le béret de Ferid H, qui est un Tunisien qui s'installe en France en 1965, où il fonde une famille. La famille, elle s'installera en Tunisie avant de revenir en France. Et ce béret fait partie des objets qui ont été donnés par sa fille au musée pour témoigner de leur histoire familiale. C'est beaucoup des enfants, de seconde génération qui fait don d'objets au musée. Enfin, c'est quelque chose qui se retrouve assez régulièrement. Le troisième exemple, c'est l'imperméable de José Perlado. Donc José Perlado qui est né à Madrid en 1916 et qui arrive en France en 1939 au moment de la retirada. Et donc cet imperméable, ça fait partie des objets donnés au musée par sa fille. Et puis enfin, ce châle de mariage de Ramona Fernandez Aguado, qui est née en Espagne en 1887, qui s'installe à 24 ans en France à Toulouse. Et encore une fois, ce châle a été donné au musée par sa petite fille cette fois-ci. Donc je vous parlais aussi du fonds d'art contemporain. Donc là, l'exercice s'est avéré un petit peu plus complexe, mais j'ai choisi de vous montrer 2 œuvres de la série des perruques architecture de Meshach Gaba. Donc c'est un artiste béninois que vous connaissez peut-être, qui développe donc vraiment une œuvre protéiforme qui multiplie les médiums, qui relève à la fois de la sculpture, de l'installation, de la performance.
Et en 2005, alors qu'il est à New York, il imagine des perruques sous la forme d'architecture tressée qui s'inspire des gratte-ciels qui dominent la ville. Et il prolonge ce travail avec ces perruques architecture qui sont inspirées de monuments du monde. Et il les active lors de défilés performances qu'il réalise un peu partout à travers le monde. Il en a fait à Cotonou, à Paris. Et avec ses œuvres, l'artiste interroge les notions de déplacement et d'échange, mais aussi d'identité, d'altérité. Et puis il se joue aussi des stéréotypes de tradition, d'authenticité qui sont liés au continent africain. Et puis enfin, pour le fond histoire, j'ai choisi de vous présenter une sélection de photographies du Studio Rex qui était installé à Marseille. Donc on conserve plusieurs dizaines de tirages et près d'1 millier de négatifs de ce studio photo, donc qui a été fondé dans les années 30 à Marseille par un Arménien, Assadour Kesayan, et le studio a été en activité jusqu'en 2018. Et le studio était spécialisé dans la production de portraits d'identité à des fins administratives ou de portraits en pied, majoritairement d'hommes, qui étaient destinés bien souvent à être envoyés à la famille restée au pays. La majeure partie de la clientèle du Studio Rex, c'était des hommes immigrés originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et voilà, les photographies conservées au musée datent de la période qui va des années 60 et 80, et je trouvais qu'elles offraient un joli panorama de la mode de rue et du quotidien à Marseille pour cette époque. Donc voilà, très rapidement, quelques exemples d'objets ou d'œuvres qui relèvent du domaine de la mode et de l'histoire du vêtement qu'on peut trouver dans les collections du musée, qui n'ont jamais fait l'objet d'une analyse ou d'une valorisation sous ce prisme, et que je proposais de partager avec vous pour nourrir notre réflexion et puis nos échanges. Merci beaucoup. Thank you so much for sharing your work and the collections. And with that, we come to our final speaker, Inès Mesmar, a graduate in ethnology and urbanism, who's worked as a researcher in France and abroad on socio-urban issues. Her first research project was on the place of young people in Palestinian refugee camps in Lebanon and weavers' houses in India. She then branched out into vocational training, where she developed training programs for adults in urban planning. In 2015, she discovered by chance the past profession of her own mother, who worked as an embroiderer in the Medina of Tunis, a skill that she abandoned when she arrived in France and of which she never spoke to her children. In 2016, she founded La Fabrique Nomade, an association that promotes the professional integration of refugees and migrant craftspeople in France. Thank you very much for joining us. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion de présenter La Fabrique Nomade. Et c'est une belle transition parce qu'on va passer de la grande histoire avec un grand H à la petite histoire individuelle, personnelle, intime, puisque La Fabrique Nomade commence, comme cela vient d'être dit, par l'histoire de ma mère. Donc je suis effectivement ethnologue de formation, mais c'est pas du tout ce qui m'amène à créer La Fabrique Nomade. Un jour, complètement par hasard, je tombe sur les broderies de ma mère qui étaient cachées au fond de son armoire. On est en 2015 quand je fais cette découverte et cette date, elle est pas anodine. On est en plein pic de la crise migratoire et quand je découvre son histoire, je découvre ses broderies, je découvre son histoire professionnelle, son métier de brodeuse, un métier qu'elle a abandonné quand elle est arrivée en France et dont j'ai rien su jusqu'à cette découverte. Et j'avais à ce moment-là 35 ans. Donc 35 ans, je me dis, je ne connaissais pas ma mère, je connaissais pas son histoire. Et j'ai ressenti à ce moment-là deux choses. La première, j'ai vu la lumière dans ses yeux quand elle m'a parlé de ses broderies, qu'elle les a sorties une à une en m'expliquant comment elle le faisait. Donc j'ai vraiment vu quelque chose se produire en elle. Et la deuxième chose, c'est ce sentiment de gâchis et je dirais même d'indignation de la place qu'elle n'a pas pu trouver, de l'aide, du soutien qu'elle n'a pas pu avoir quand elle est arrivée
et qui ont fait que elle a considéré que ce savoir-faire n'avait pas de valeur, à tel point qu'elle n'en a pas parlé à ses propres enfants. Donc ça a été vraiment ce bouleversement qui moi m'a touchée et qui a fait écho avec ce que je découvrais tous les jours en traversant Paris, et notamment le nord-est parisien, avec des camps de réfugiés. Je vais pas passer. Des camps de réfugiés, camps de migrants qui étaient beaucoup à Stalingrad, la rue de Flandre, dans ces quartiers-là. Et elle m'est venue comme une évidence que sans doute parmi eux, il doit y avoir des artisans qui, comme ma mère, étaient en difficulté ou sont aujourd'hui en difficulté d'exercer leur métier. Donc voilà, c'est le départ de cette association avec pour mission de valoriser le savoir-faire de ces personnes, leur permettre de s'insérer en France grâce à leur métier, grâce à leurs compétences. Pour aller plus loin, enfin, je dirais que c'est pas juste la préservation d'un métier, mais il s'agit vraiment aussi de réfléchir au processus d'intégration dans la société par le métier, c'est-à-dire comment le métier peut devenir un vecteur d'intégration et je dirais un moteur pour chacune de ces personnes qui arrivent en France avec un métier, un savoir-faire, des compétences, une histoire, et qui est complètement invisible quand ils arrivent ici. Donc l'association, elle a cette vision elle porte et elle défend en fait que la diversité c'est une richesse pour le secteur, d'abord pour la société évidemment, mais aussi pour ses marques et ses maisons qui s'appuient et qui se développent et qui fondent toute leur richesse et leur patrimoine via des savoir-faire, et des savoir-faire qui viennent d'ici mais qui viennent aussi d'ailleurs. Et la mission de la Fabrique Nomade, c'est effectivement de pouvoir agir sur le changement de regard que l'on porte sur ces publics, mais aussi de créer des passerelles entre des mondes, entre ces personnes qui arrivent issues d'un parcours d'exil, et puis ce monde, le monde du luxe, le monde de la mode, qui ne s'arrête pas aujourd'hui sur ces profils-là et qu'on amène à regarder autrement. Donc voilà, dans nos missions, révéler ces talents et aussi préserver ces métiers qui arrivent, de les rendre visibles, de les valoriser et leur permettre de pouvoir continuer à vivre et à se mélanger avec d'autres métiers, d'autres savoir-faire. La Fabrique Nomade, pour présenter rapidement les actions, nous sommes aujourd'hui un atelier d'insertion, un atelier chantier d'insertion, c'est-à-dire que c'est un conventionnement de l'État qui nous permet de mettre en place une activité économique, support à l'insertion professionnelle des personnes que nous accompagnons. On les intègre en tant que salariés puisqu'on les embauche sur un contrat de travail qui s'appelle un CDD d'insertion qui dure 10 mois, qui leur permet de bénéficier à la fois de formation, donc de formation, on va en venir après, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de formation et en même temps de mise en situation professionnelle, directement en situation de production, où là ils vont pouvoir se remettre à pratiquer leur métier. Nos ateliers sont entièrement équipés et on travaille notamment pour le secteur de la mode, pour un certain nombre de maisons, des créateurs, pour qui nous allons fabriquer. Et on est spécialisé dans 3 métiers: la bijouterie, la broderie et la couture. Je fais juste un rapide retour en arrière. La Fabrique Nomade est un atelier d'insertion depuis 2021. Et avant cela, on proposait un parcours de formation qui était beaucoup plus ouvert à beaucoup plus de métiers, puisqu'on a accompagné 22 métiers différents, donc dans les métiers de la mode, mais pas que, de l'ameublement, de la décoration, du travail du verre, travail du métal, travail du bois. Donc on a accompagné énormément de métiers et je crois pas qu'on les a présentés ici. Et 44 pays à ce jour, nous avons pu intégrer dans nos parcours. Donc c'est aussi, là on voit cette carte avec les différentes origines, donc on peut voir que ça touche quasiment tous les continents, et donc une très grande diversité culturelle et une très grande diversité aussi de métiers. Et en 2021, on s'est spécialisé sur 3 savoir-faire puisqu'on a mis en place une activité économique. Pour
parler très rapidement du fonctionnement du parcours. Ils sont 80% de leur temps en situation de travail, réellement avec une partie de renforcement technique, avec des référents techniques. Donc on voit sur cette photo, on a une référente en broderie de la maison Vermont qui dans le cadre d'un mécénat de compétences venait transmettre son savoir-faire et puis les brodeuses découvrir sa technique et enrichir la leur. Et puis 20% en formation théorique qui comprend surtout l'apprentissage du français, la connaissance du secteur des métiers d'art et surtout de leur métier. Donc de comprendre tous les acteurs, qui sont les fournisseurs, comment fonctionne leur secteur, comment les métiers aussi sont organisés, parce qu'en France on est très très spécialisé, on aime bien. Mais c'est pas du tout les mêmes réalités qu'on soit du Cameroun ou de l'Afghanistan. On n'a pas du tout la même pratique du métier, c'est beaucoup moins spécialisé. Et donc ici, ils se rendent compte que les métiers sont vraiment avec des compétences vraiment très 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 précises et très spécialisées. Et donc c'est aussi tout un cheminement pour construire leur projet professionnel. Donc on les amène à découvrir et visiter évidemment des ateliers, des musées, mais aussi d'aller dans les salons professionnels pour les rencontrer d'autres acteurs et puis commencer petit à petit à constituer leur réseau professionnel. Et à la fin du parcours, ils passent une certification et on les accompagne dans l'insertion professionnelle à identifier les entreprises qui pourraient rechercher des talents et pour qui ça pourrait bien correspondre. Donc on les accompagne après le parcours pendant 24 mois. Voilà. Donc là, on voit les différents modules. Donc là, sur la partie d'intégration, la partie apprentissage du français, on est vraiment sur des cours, on va dire, on a des choses peut-être importantes aussi. Il n'y a aucun prérequis de langue, donc on intègre tout le monde, même des personnes qui n'ont pas de connaissances en français. Et on parle vraiment du métier pour les aider à justement faire débloquer au niveau de la pratique de la langue, parce que en dehors des cours de français, eh bien ils vont pratiquer en atelier tout le temps. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'en fait vraiment le métier est moteur, c'est-à-dire qu'on est sur une zone qu'ils connaissent leur métier, et il est toujours assez surprenant de voir deux personnes qui parlent pas du tout la même langue, un russe et un éthiopien, et puis se rendre compte qu'ils arrivent très bien à parler, qu'ils arrivent même à rire ensemble, et pourtant ils parlent pas du tout la même langue. Et c'est vraiment le savoir-faire qui est vraiment leur langage. Et c'est ce qui les unit et ce qui fait leur ADN commun à la Fabrique Nomade. Donc c'est évidemment du français selon les niveaux, mais on intègre très régulièrement des personnes qui ne pratiquent pas du tout le français, ne le parlent pas, et qui en fait vont commencer à le parler dans le cadre du parcours. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout de niveau prérequis au départ quand ils intègrent le programme. Donc du renforcement technique, souvent avec des référents français. La partie mise en situation professionnelle, et puis là justement on a parlé de Kenzo tout à l'heure, on est à une visite du showroom de Kenzo, donc avec les artisans couturiers. En termes d'impact, le parcours de formation, le parcours de l'atelier d'insertion métier d'art produit d'excellents résultats. À la dernière sortie de nos artisans, donc en mars 2024, ils sont aujourd'hui à 92% d'insertion, donc en sortie positive, donc sur des CDI et des CDD de plus de 6 mois. Et donc on a vraiment des belles intégrations. Et je voudrais citer en exemple, parce que quand même c'est une histoire assez incroyable, Katayou Natayi, qui est une couturière iranienne qui arrive en France. Quand elle arrive, elle intègre le parcours, elle a déjà 58 ans, et on s'est dit bon, ça va pas être évident sur l'insertion professionnelle. Et en fait, à la fin du parcours, elle est embauchée par Dior, elle y est habillée toujours. Elle a dit que c'est un rêve que je n'aurais jamais imaginé, même possible. Enfin, elle n'osait même pas imaginer le rêver, tellement c'était quelque chose d'inimaginable. Et à la fin du parcours, elle a été recrutée et elle travaille toujours au sein de la maison Dior. Voilà, j'ai été hyper rapide. Thank you so much for giving these three very rich accounts, 3 different perspectives coming together.
if you would like to take a seat in front, and we'll pass around the mic for people to ask questions, either in French or in English. And because we're recording through the mic, if you use the mic to answer, that would be good. Thank you. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'ai une question pour vous sur la fabrique nomade. J'avais un peu en tête votre projet, enfin votre association, mais il y a longtemps, j'avais pas eu vent de ce recentrement sur les métiers de la mode. Et du coup, je m'interrogeais sur les raisons. Moi-même, je suis doctorante en anthropologie et je m'intéresse à la place des artisans dans les métiers de la mode, plutôt les métiers du cuir, donc un peu à côté de ce que vous proposez. Et du coup, je me demande si c'est seulement pour le fait qu'il y a pas mal de débouchés, de demandes dans le métier, ou qu'est-ce qui a fait que le choix s'est recentré sur ces métiers-là? En fait, c'était le top 3 des savoir-faire qui arrivaient, qui nous étaient orientés. Donc, on a commencé d'abord la qualité d'insertion par la couture, parce qu'on a énormément c'est le savoir-faire le plus important parmi les personnes qui arrivent, en tout cas en Île-de-France. Et donc, on a commencé pendant 2 ans principalement sur la couture, pour ensuite ouvrir sur la bijouterie, qui est le deuxième métier, et le troisième sur la broderie. Vraiment, les personnes et les candidatures qu'on nous adresse, c'est vraiment sur ces savoir-faire-là principalement. Et ça coïncide aussi avec les besoins du secteur. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question pour Émilie Landau. Si je m'en tiens bien à ce qui s'est passé donc, au musée de l'immigration, c'était la première fois que le musée de l'immigration faisait un partenariat avec le musée de la mode. Et je me demandais comment s'était passé ce travail de recherche, comment vous aviez harmonisé la conception de l'exposition, puisque c'était pour la première fois que la mode s'inscrivait dans ce musée. Alors oui, effectivement, c'était la première et unique fois que le musée a travaillé pour une exposition en partenariat avec le Palais Galliera. Et finalement, le travail en commun s'est fait assez naturellement. Alors, je n'ai pas cité les commissaires tout à l'heure. Donc, le commissariat de l'exposition, il était assuré par Olivier Saillard, qui était à ce moment-là directeur du Palais Galliera. Et côté musée de l'histoire de l'immigration, Aude Pesselux et Isabelle Renard, qui est toujours une de mes collègues actuellement. Et finalement, le travail s'est fait, la répartition des compétences s'est fait assez naturellement. Comme je vous disais, le Palais Galliera nous mettait à disposition vraiment ces riches collections. Ils nous ont apporté toute leur expertise en histoire, sur l'histoire de la mode, et nous, de notre côté, on a apporté finalement nos compétences, notre expertise, notre connaissance côté volet histoire de l'immigration, et puis aussi dans notre expertise à faire des expositions qui mettent en avant ces parcours migratoires, compétences et savoir-faire pour rechercher dans certains fonds d'archives, notre réseau pour pouvoir activer certaines demandes de prêt. Et finalement, les choses se sont fait assez naturellement dans la répartition entre les compétences des uns et des autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais poser la question. I have a question for Zeb, because I know you're teaching what we call First Bridge at AUP, and we know what it means, but not necessarily everybody knows what it means, but you're teaching something about migration this semester. So I was curious to know how you're approaching that topic with young people coming here, explaining maybe what First Bridge is, and then how you approach that topic, and if you think fashion would be an interesting way of thinking through those questions for your students. Thanks, Maggie.
Yes, so first, the bridge is one special program at AUP when we have two professors bring two areas of expertise to, so two class connected for first year students. And in my case, I connect my teaching of migration with Frederica's teaching of cultural diversity together. It's a small class, 17 students. They come from North America, different parts of Europe. We also have one from Pakistan. So it's very interesting to teach migration at AUP because most of the students, for them to choose to study abroad at a young age, there's some kind of a self-selection effect. They are very curious, open-minded. And it's also interesting to see some of the students come from more traditional place. So for them, Paris is like almost like a melting pot and an international metropolitan. Whereas from the North American perspective, France is not traditionally an immigrant society. I think one really interesting thing is to really see what they have to say based on where they are from, how they approach Paris. And the fashion, of course, is such a has such a presence in the life of Paris. I think it would be really amazing for us to have some kind of a collaboration in the future between my first bridge and fashion studies. I could go on, but I think we should keep time for other questions. Thanks. Answer the question. Thank you very much. Listening to the three fascinating talks, it struck me that there's a hierarchy when we talk about migrants. So sometimes we talk about, so Balenciaga, for instance, he's not really talked about as a migrant. He's, he in the narrative of Paris fashion, he's really been adopted and, very well integrated. So I'm wondering and it's an open question to the three of you about these hierarchies when we talk about people as people, when we talk about people as migrants, when we talk about designers first and, a story of heritage later. If you could maybe from your different perspectives talk about that. Je veux bien commencer. Merci. Oui, alors j'espère avoir bien compris la question. Mais en tout cas, ce que vous pointez, pour nous, Musée de l'Histoire de l'Immigration, c'était aussi quelque chose de très intéressant de, finalement, ce qu'on propose, et on associe souvent à l'histoire de l'immigration une histoire sociale faite de travailleurs qui arrivent pour travailler, qui vivent dans des conditions précaires. Il y a quand même un imaginaire associé qui n'est pas vrai, mais en tout cas pas totalement, mais associé au mot immigration. En tout cas pour nous, Musée national de l'histoire de l'immigration, c'était aussi très intéressant dans cette exposition de proposer quelque chose de plus surprenant à nos visiteurs, pour nos visiteurs, pardon, je vais être plus concise dans ma réponse, mais en présentant ces grandes figures de créateurs comme étant aussi des immigrés, des immigrants, alors que c'est pas forcément ce à quoi les gens s'attendent, et de mettre c'est quelque chose qu'on a régulièrement l'habitude de faire. On parlait tout à l'heure de grandes et de petites histoires, de mettre en corrélation cette histoire de la mode et de ces grands créateurs et en regard les trajectoires d'anonymes, mixer les deux dans une même exposition sans faire de hiérarchie, mais c'était voilà, je sais pas si ma réponse est très
compte, mais c'était en tout cas intéressant pour nous et important pour nous de retourner un petit peu l'image qu'on peut assez fréquemment associer à l'immigration. Oui, surtout que vous commencez avec Charles Kelly-Report, qui est anglais. Bon, on en parle beaucoup dans la, classe, Oui. dans la salle de classe, c'est que la création même de la couture, elle n'est pas française si on va Absolument. en défi. Et comme oui, c'est une question et le nom de couturiers qui font la couture française et sont très nombreux à pas être français en fait. Même s'ils sont adoptés, s'ils sont baptisés, enfin ils sont vraiment adoptés par la couture française. Mais aujourd'hui, au sein de la Fédération de la couture, il y a des membres étrangers, des membres correspondants qui participent à la Paris Fashion Week. Mais c'est vrai qu'à l'origine, non, en fait, ils sont pas français, on n'en parle pas. C'est pas quelque chose qui est comme ils contribuent à la couture parisienne. C'est vrai que donc je pense que aussi pour le grand public, c'est intéressant de les montrer comme des étrangers en fait, ce qu'ils étaient, même si c'était des étrangers qui arrivent dans un contexte d'année folle peut-être, ou même assez propice à la création, à l'ouverture de maisons. Donc, Moi, je trouve qu'il y a quelque chose hyper important qu'on n'en parle pas suffisamment dans les musées ou tout ce qui est notamment lié à la mode. Et on n'a pas parlé ce soir, ça veut dire quoi la migration? Et c'est quoi vraiment la définition de migration? Et un migrant, c'est qui? Et à partir de ça, je pense qu'on a plein d'étrangers, mais tous les étrangers ne sont pas les migrants. Et tous les migrants ne sont pas les réfugiés. Et tous les gens qui changent le pays ne sont pas... Je pense que c'est très important qu'on distingue. Et si on arrive à donner la vraie définition pour chaque mot, je pense qu'on peut aussi répondre à votre question, qu'il s'agit de quoi ces designers, il s'agit de quoi le travail que toi tu fais avec la fabrique nomade et où est la place de chacun et comment il peut développer, améliorer dans leur trajectoire, dans leur, entre guillemets, de leur déplacement pour des différentes raisons, par l'obligation politique, sociale, une décision personnelle, ou tout simplement pour changer le pays parce qu'on a une proposition de travail. Donc, je pense que c'est très important d'en parler de toutes ces raisonnements de déplacement selon l'époque et le moment. Et est-ce que, parce que Rizwan, tu as travaillé toi, sur, on en parlait avec Magali, sur un projet, peut-être tu peux dire 2 mots sur quoi tu as travaillé. Est-ce que quel terme tu utiliserais? C'était des migrants, des réfugiés? Moi, j'ai bien séparé la migration, les migrants, les réfugiés et les étrangers, parce que c'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes difficultés. Toi, tu connais parfaitement. Enfin, moi, par rapport à ça, si je peux répondre, par rapport aux personnes qu'on intègre, qu'on accompagne, quel que soit le statut, ils ont les mêmes freins. Ils peuvent être migrants et avoir quitté leur pays pour des raisons économiques, politiques, individuelles, quelles que soient les raisons. En fait, quand ils arrivent en France, ils sont traités pareil, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ils sont face aux mêmes freins. La langue, l'absence de réseau, le fait qu'ils connaissent personne, le fait qu'on va les orienter vers des secteurs en tension dans leur grande majorité, le ménage, la sécurité, le BTP, la restauration, tous ces métiers qui ont besoin de main-d'œuvre. Et parce que historiquement, l'immigration a aussi servi à ça depuis très longtemps. Et donc, le fait qu'on ne reconnaisse pas les compétences des personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dès qu'on n'a pas le diplôme qu'il faut, et encore moins s'il n'est pas fait, il n'a pas été établi en France, on ne s'est pas formé dans ces métiers-là dans les écoles françaises, en fait, on ne peut pas accéder aux métiers, on ne peut pas accéder au marché de l'emploi, et du coup, il y a une rupture du parcours. Mais qu'ils soient réfugiés statutaires, migrants économiques, enfin, quels que soient les motifs, nous, on voit aucune différence. Et pour moi, je ne fais pas de différence de statut, parce que, en fait, en tout cas, quand ils arrivent ici, évidemment, les trajectoires traumatiques, etc., c'est pas les mêmes. Les histoires personnelles, individuelles, c'est pas les mêmes. Mais quand ils arrivent ici, c'est un peu pareil. Moi, mon expérience, c'était pas pareil, parce que j'ai déjà, quand j'ai commencé, l'idée d'avoir les papiers ou ne pas avoir les papiers, on attend des papiers, ça changeait complètement de nos statuts, des propositions, ou même la proposition de collaboration pour moi, en tant que chercheuse et artiste que je pourrais avoir avec eux, pas forcément en France, parce que Magali est courante, nous, on a fait
on a gagné un prix avec Héritage culturel européen en 2019 pour valoriser les savoir-faire, les migrants, mais liés avec une recherche. Et moi, j'étais l'artiste de projet. J'ai voyagé pas mal dans les camps de réfugiés, au Liban, en Syrie, même à la frontière avec Palestine. J'étais en Iran, en Afghanistan, et en Kurdistan irakien et en Kurdistan iranien. Et après en France, en Danemark. Et c'était pas, l'expérience n'était pas pareille. C'était très difficile. Et je ne pourrais pas avoir aucune collaboration. C'était très, très dur. Étant iranienne, j'aurais pu un peu avoir des contacts. Très difficile en France, tu veux dire? Partout. Qu'il soit en France, il avait ses propres difficultés. Au Danemark, il avait ses propres difficultés. Et c'est pas du tout pareil. Moi, en tant qu'immigrante, par rapport à mes amis de réfugiés, on n'avait pas du tout la même facilité, le même statut pour trouver le travail ou pour se présenter. Donc, moi, par mon expérience personnelle, je suis venue en France en 2007 et je suis devenue naturalisée en 2018. Mais depuis ce temps-là, j'ai bien vécu les différents moments et c'était très différent, moi, en tant que j'ai décidé de venir, j'ai migré, que j'étais étudiante, que j'ai pu faire les études, comme mes amis qui étaient réfugiés en attendant des résultats, ou d'autres amis qui venaient de l'Afghanistan, qui n'avaient pas la possibilité de ni trouver un... Donc, pour moi, je pense que c'est hyper important et une fois qu'on arrive, il y a une grande différence. Après, c'est vrai qu'on a tous face à une problématique, c'est de ne pas avoir des réseaux, de ne pas parler la langue. Mais selon notre statut, c'est différent. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré, tu venais juste de monter l'association. Moi, j'étais chez Singa. Et c'était, à chaque fois, j'allais vers une femme, elle disait, ah non, il n'a pas de papier, c'est pas possible. Du coup, on trichait, on disait qu'il a des papiers. Je passais le soir chez ces femmes-là, parce qu'en réalité, c'était eux qui avaient besoin de travailler, et tandis qu'en même temps, ils attendaient leurs papiers. Donc, tandis que leur mari, elle avait à la fois les papiers, moi je travaille avec les femmes, elle avait à la fois les papiers, à la fois une réponse plus rapide, donc elle travaillait. Donc, pour moi, c'est important de dire il s'agit de quoi réfugié, il s'agit de quoi immigré, il s'agit de quoi venir. Yeah, I can wait. No worries. Go. Non, c'est. Because you could address that from a scholarly perspective also. Yeah, but I want to hear more. Juste ça. Yeah. Sorry. Okay. I continue to struggle with the very concept of a fashion, partly because of my own sense of inadequacy. I have never been a fashionable person, and in Canada, it's not fashion is not a big deal. Like you can dress, you can use fashion if you like it, but not many people would judge you, right? So there's a lot of freedom. And when it comes to the kind of a hierarchy, in terms of individual choices, I think it's really a demonstration of your social standing. If we approach it from the Marxist angle, it's a matter of whether you have the money, whether you have the time, whether you have the right education, whether you are in the right circle to properly use fashion. And then there's the bigger question if we introduce culture and ethnicity or where you are from. In case of refugee, for example, how are certain fashion styles evaluated within a hierarchy? And that just opens up so many economic and political questions. I don't know if that addresses. Could you maybe add something on the distinction that you were talking about? Because at the beginning we talked about how do we define migration, but within that, from your own research work, how would you draw the distinctions between refugee, migrant, refugees? immigrant, or how do you separate? How do you separate these categories?
Yes, I just visited the exhibition you mentioned early on. So the exhibition starts with by establishing several major categories: immigrants, refugees, and expats. One major difference, I wish they made it more clear, is that expats tend to be privileged groups. They are not, forced to move. They are not facing a desperate situation in their home country, and they move with relative freedom and privilege. But I do think that the question of fashion would require more specificity when we consider where the immigrants are from and how they perceive themselves, what motivations brings them to the new society. Fashion could be one way for them to reinvent themselves, but they could also decide to preserve their cultural heritage. There is a lot of individual decisions being made. Juste une petite précision pour ces questions de vocabulaire et de catégorie. Je suis allée très vite, mais bien évidemment au musée, c'est quelque chose auquel on attache une grande importance. La définition des termes, des catégories, le fait de les replacer dans leur contexte d'émergence. Pour la question de l'immigration, de l'immigré, il existe une définition juridique extrêmement précise que je ne connais pas par cœur, donc je ne me risquerai pas à vous la donner là maintenant tout de suite, mais sur laquelle on se base, et toute cette évolution du vocabulaire, des termes qu'on emploie, que ce soit, aujourd'hui on se rend compte, on fait le constat que le terme migrant a tendance à remplacer le terme d'immigré, même s'il n'y a pas de catégorie juridique qui vient derrière, la question de savoir ce qu'est un réfugié, enfin tout ça c'est des choses auxquelles bien évidemment on s'attache à donner des définitions précises, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure et l'exposition Fashion Mix, l'idée c'est pas du tout de mettre sur un même plan des expériences qui sont extrêmement différentes en fonction des contextes sociaux, historiques, des ressources économiques aussi des uns ou des autres. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que c'était important pour le musée de montrer que, en l'occurrence avec cette exposition Fashion Mix, la migration de ces créateurs, c'est aussi l'histoire de l'immigration, et donc de décaler un petit peu le regard par rapport à un discours qu'on a l'habitude de tenir. J'ai une dernière... Oh, vous avez... Je voulais juste compléter, là je te rejoins sur les parcours. Pour moi, il y a la question de l'accès à l'emploi ou l'accès au marché ou aux possibilités. Donc, on l'obtient déjà une fois qu'on a obtenu un titre, et puis il y a tout ce qui se passe avant, qu'on parle de trajectoire. Et effectivement, selon d'où on vient, c'est pas pareil. Ça c'est sûr. Selon notre nationalité, c'est pas pareil qu'on soit migrant ou réfugié. Et l'expérience qu'on a eue il y a 2 ans, quand la guerre en Ukraine a commencé, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu tapis rouge. Tapis rouge dans la mesure où, et heureusement, et tant mieux, et il faudrait que ce soit comme ça pour tout le monde, eh bien, les personnes qui sont arrivées d'Ukraine, dans le mois, elles ont intégré la fabrique nomade. Là où une personne d'une autre nationalité, eh bien, elle met 2, 3, 4 ans avant qu'on l'oriente déjà le parcours administratif de demande d'asile, d'attente, renouvelée, etc., dure très longtemps. Et puis ensuite, c'est pas gagné après ça, il y a encore plein de démarches administratives. Et c'est vrai qu'on a eu l'expérience où les personnes venaient tout juste d'arriver et elles ont intégré la fabrique nomade. Donc on ne cumule pas les mêmes traumas quand on a été pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans sans papier. Quand on a été dans le stress d'une demande d'asile qui a été rejetée une première fois, avec tout ce qu'il faut fournir comme élément, être dans un narratif perpétuel à essayer de convaincre l'autre qu'on a besoin d'être ici, que ce soit pour des motifs économiques ou politiques. Et on ne cumule pas du tout, déjà, donc, du départ, toute la trajectoire, et jusqu'ici, les traumas ne sont pas du tout les mêmes, et les personnes rebondissent beaucoup plus vite sur leur vie, sur la situation, sur les opportunités, que quelqu'un qui a été en attente, suspendu à quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi, que l'administration veuille bien lui accorder une place ici. Donc,
je te rejoins là-dessus, évidemment, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, ils arrivent sur le même pied d'égalité à partir du moment où ils ont déjà l'autorisation de travail, ils ont déjà passé énormément d'épreuves. Et puis là, tout commence d'un point de vue d'accès au travail, de valorisation de ce qu'on est, de même retrouver sa propre identité, hein, parce que il y a quelque chose qui se passe aussi dans le cadre du parcours, c'est qu'on les accompagne à changer le narratif, de passer du narratif de l'exilé au narratif de je suis artisan, de je suis réfugié, j'ai quitté mon pays, voilà ce qui m'est arrivé, ceci, cela, les dates qui sont extrêmement importantes dans le récit, à je suis artisan, je suis brodeuse, je suis... Et c'est aussi cette transition-là, en fait, qu'ils font avec moi. C'était juste... Merci. J'ai une dernière question qui vient du chat, qui est pour Émilie Gandon. Pouvez-vous chiffrer ou avoir une idée du nombre d'immigrés liés au métier de la couture qui sont venus en France suite à des exactions dans leur pays ou pour des raisons de liberté artistique et qui ont dû quitter une nouvelle fois leur pays d'accueil, la France et leur métier lorsque la Seconde Guerre mondiale est survenue? Question très précise. Désolée, Céline Arzatia, vous avez été très patiente pour avoir cette question. Désolée. Non, il n'y a pas de chiffrage en fait, de quantité de travailleurs. S'il y en a, je ne suis pas suffisamment experte de la question pour pouvoir répondre à une question si précise. Merci. C'est pour nous à trouver pour la prochaine fois. La prochaine séance le 13 mars. Oui. C'est une très bonne ambition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être restés jusqu'à là.